Bienvenue dans ce 20h, le point complet de l'actualité nationale et internationale, avec tout d'abord le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, au nombre desquels le lancement d'une campagne de vaccination du masque contre la rougeole et la rubiole qui va coûter 5 milliards de francs CFA. Complément d'information en début de journal. Le dossier de ce 20h sera consacré à la profession d'avocat. On les voit le plus souvent au palais de justice lors des audiences. Ils exercent une profession libérale et indépendante, peu connue du grand public. Comment travaillent-ils? Sont-ils accessibles? Sont-ils compétents? Quelles sont leurs missions? Les réponses dans ce 20h. Et puis dans ce journal, nous irons à Luanda, en Angola, pour suivre les temps forts de la session ordinaire de l'Organisation des producteurs de pétrole qui ambitionne d'être l'institution de référence dans le monde sur les questions d'hydrocarbures. De nouvelles orientations pour les producteurs africains ont été annoncées au cours de cette rencontre. Et puis ce mercredi 24 janvier, c'est la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, journée marquée par l'organisation de manifestations et autres rencontres de portée culturelle dans plusieurs pays africains, comme ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Europe. Nous en parlerons dans une vingtaine de minutes. Et voilà pour les principaux titres de ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons bien évidemment par le Conseil des ministres tenu ce mercredi, direction le palais présidentiel avec Jérôme Kofi Aboulé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne fera jamais assez pour les enfants. Il décide de mettre à disposition pour leur prise en charge sanitaire une somme de 5 milliards de francs CFA. Il s'agit, comme l'a décidé le Conseil des ministres ce mercredi, de protéger ces enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans à travers l'organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Ces deux maladies infectieuses, donc la rougeole et la rubéole, sont hautement contagieuses. Elles surviennent souvent sous forme d'épidémies et qui sont susceptibles d'entraîner un nombre élevé de décès pour la rougeole ou de malformations congénitales pour la rubéole. La prévention, à ce jour, est la seule option de lutte contre ces maladies, puisqu'il n'y a pas de traitement. Le vaccin rougeole-rubéole donc confère à l'enfant une protection à vie. Aussi, le Conseil a décidé, en complément de la vaccination de routine, de renforcer la lutte contre ces maladies avec une campagne de vaccination de masse. Cette campagne sera organisée dans tout le pays, dans les 83 districts sanitaires de notre pays, entre le 26 janvier et le 4 février 2018. Il s'agit ici de protéger 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans. Le coût de cette vaccination est estimé à 5 milliards de francs CFA, donc qui seront supportés par le budget de l'État de Côte d'Ivoire et par nos partenaires au développement, en l'occurrence ici, le Gavi. Le Conseil des ministres a aussi rappelé l'importance du projet d'urgence à l'éducation de base, PUAEB. Le PUAEB a été lancé en 2012 suite à un don du Partenariat mondial pour l'éducation d'un montant de 41,4 millions de dollars, soit environ 23 milliards de francs CFA, en vue d'assurer durablement les conditions d'un enseignement de base de qualité dans le système éducatif ivoirien. Ce projet a contribué significativement à l'amélioration de l'offre en matière d'éducation de base et à la restauration de la fonctionnalité des services éducatifs. Au niveau du primaire, par exemple, le projet a contribué au renforcement de l'offre scolaire à travers la réhabilitation de 270 salles de classe et la construction de 1002 salles de classe équipées dans 267 localités. Ces investissements ont permis à plus de 40 000 enfants, essentiellement issus des zones rurales, d'avoir accès à l'école ou d'apprendre dans de meilleures conditions. On retient également de ce Conseil des ministres l'information sur le suivi de l'emploi des jeunes dans les investissements publics et privés. Il s'agit d'un outil de promotion de l'emploi qui permettra au gouvernement d'intégrer et de mettre particulièrement l'accent sur l'indicateur emploi en faveur des jeunes dans toutes les initiatives qui seront prises dans notre pays en matière d'investissement, aussi bien par le privé que par le public. En évoquant par ailleurs la place qu'occupe aujourd'hui le secteur minier dans l'économie, avec surtout l'or, dont la production passe de 12 à 25 tonnes. Entre 2011 et 2017, le Conseil a informé de la création pour bientôt d'une usine de production minière de grande capacité.
On a aussi parlé, au cours de cette réunion, de la récente visite du président Alassane Ouattara au Libéria à l'occasion de l'investiture du nouveau président libérien George Weah et de son départ prévu vendredi pour Addis Abeba dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Ce conseil des ministres en grand format vous sera proposé après ce journal. Le gouvernement a apporté sa compassion aux victimes du drame survenu lundi dernier dans une école primaire en réhabilitation. Cette école s'est effondrée, causant la mort d'un élève et plusieurs blessés à Debremou, un village situé à 3 km de Dabou. La délégation était conduite par Kandia Camara, la ministre en charge de l'Éducation nationale. Le constat avec Sylvie Touré. Le gouvernement aux côtés des victimes de Debremou. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à la tête d'une délégation, s'est rendue à l'école primaire Abraham. Cette école à Dabou qui s'est écroulée mardi. Objectif, apporter la compassion du gouvernement aux victimes. Dès que nous avons informé le président de la République, il nous a instruit de venir ici immédiatement après le conseil pour venir vous saluer, pour venir vous adresser ses condoléances, ainsi que celles de l'ensemble du gouvernement, pour venir vous apporter sa compassion et celle du gouvernement. Pour joindre l'acte à la parole, une enveloppe de 5 millions a été remise aux victimes. Un geste du président de la République, a précisé la ministre de l'Éducation nationale. Kandia Camara a également annoncé que toutes les écoles de la localité seront réhabilitées. Le drame qui a endeuillé le village de Debremou a fait un mort, une élève en classe de CM2 et 6 blessés. Abidjan abrite un sommet régional sur la coopération en matière d'énergie. Les échanges portent sur les opportunités relatives aux projets transfrontaliers et aux investissements potentiels dans le secteur énergétique. Cette rencontre a donc pour objectif d'accélérer le rythme du développement de l'Afrique de l'Ouest, nous dit notre reporter Lanciné Bakayoko. Ce sommet sur la coopération régionale énergétique, une plateforme annuelle d'investisseurs axée sur les infrastructures et le financement des initiatives liées à l'énergie. À Abidjan, les acteurs débattent des mécanismes et des stratégies nouvelles à mettre en œuvre pour faciliter les partenariats régionaux ainsi que les projets d'interconnexion. Dans la génération, la distribution et dans la transmission d'électricité, il y a des opportunités d'investissement pour améliorer les infrastructures qui existent aujourd'hui, mais aussi pour investir dans des nouvelles lignes de transmission d'électricité. Il y a aussi des opportunités, par exemple, dans les solaires, dont la CEDEAO et les États de l'Afrique de l'Ouest, ils ont un énorme potentiel. Selon la CEDEAO, seulement 32% des ménages ont accès à une électricité de qualité dans la zone. La priorité aujourd'hui, stimuler la transformation du secteur énergétique par l'amélioration de la production, l'accessibilité, la fiabilité et la durabilité des systèmes énergétiques. Le problème, les paiements ne sont pas toujours faits ou quand ils sont faits, ils ne sont pas faits dans les délais. Donc, ce qui fait que les vendeurs ont des problèmes pour investir. À l'échelle continentale, environ 645 millions de personnes sont privées d'électricité dans les régions isolées du réseau et plus de 730 millions dépendent toujours du charbon de bois pour la cuisson et du pétrole pour l'éclairage. Je vous l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire était présente à Luanda, en Angola, où s'est tenue une session ordinaire de l'Organisation des producteurs de pétrole. Une organisation qui ambitionne d'être l'institution des références dans le monde en matière d'hydrocarbures. Pour y arriver, de nouvelles orientations pour les producteurs africains ont été annoncées au cours de cette rencontre, suivie par notre envoyé spécial, Christelle Menan. 8 résolutions adoptées par le Conseil des ministres à cette session extraordinaire de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, EXAPA. Parmi elles, l'adoption de sanctions contre le non-paiement ou le paiement tardif des contributions annuelles et la délocalisation des activités du secrétariat, précédemment basé à Brazzaville. Il sera désormais en exercice à Abuja, au Nigeria, durant la période de transition de la réforme. L'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO, a par ailleurs toiletté son organigramme, ses missions et objectifs stratégiques. La vision est d'être l'institution de référence sur les questions d'hydrocarbures en Afrique. Et elle s'engage pour cela
à promouvoir la coopération et le développement de marchés régionaux, entre autres. Le futur de l'Afrique est également dans sa capacité à mettre de la valeur ajoutée dans les matières premières avant de les exporter. Avec une organisation comme celle-là, nous allons pouvoir développer le marché intérieur, ce qui va augmenter le commerce intra-africain, ce qui est nécessaire pour le développement des économies de notre continent. Des ambitions qui seront en partie supportées par un fonds et pour lesquelles la Côte d'Ivoire n'entend pas être en reste. Par rapport justement au dernier contrat de partage de production que nous venons de signer, nous avons signé 15 dans les 12 derniers mois et ces contrats nous vont permettre à la Côte d'Ivoire de produire plus et d'être un plus grand acteur dans ce domaine. Mais nous avons aussi une expertise et une expérience que nous avons développées à la fois au niveau de l'exploration pétrolière, mais également gazière, et également de l'utilisation du gaz dans le secteur de l'électricité. Et là, la Côte d'Ivoire est clairement un leader. Durant la transition, 1 an, la présidence de l'APO sera assurée par le Nigeria, après le Tchad. Le ministre nigérian, en charge des ressources pétrolières, conduira le processus de réforme. L'Organisation des producteurs de pétrole africains compte 18 pays membres, parmi eux l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie et l'Angola, des pays qui détiennent la quasi-totalité des réserves et de la production de gaz et de pétrole en Afrique. Retour ici à Abidjan où s'est ouverte le lundi dernier. La semaine des avocats qui se poursuit. Ce mercredi a été marqué par un procès fictif à la grande salle de la Cour d'appel d'Abidjan. Eh bien, ce procès fictif avait pour thème, c'est un thème d'actualité, la défense des enfants en conflit avec la loi. Le dossier de ce 20h est donc consacré à la profession d'avocat. On les voit le plus souvent au palais de justice lors des audiences. Ils exercent une profession libérale et indépendante, peu connue du grand public. Alors, question, quelles sont leurs missions? Comment travaillent-ils? Sont-ils accessibles? Sont-ils surtout compétents? Les réponses dans ce dossier, comprendre la profession d'avocat. Dans l'enceinte d'un tribunal, on les reconnaît à leur robe. La robe d'avocat ou toge, ou encore robe noire, avec un col blanc, est portée lors des audiences. C'est le vêtement porté par les avocats comme costume d'exercice professionnel. Yao Emmanuel est avocat assermenté depuis le 30 mars 1990. Cela fera bientôt 28 ans qu'il exerce cette profession libérale et indépendante. Une fois que vous avez fini vos études de droit et que vous avez au minimum la maîtrise en droit, vous préparez, vous passez le concours d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Et si vous êtes admis, vous faites un stage. À l'époque, c'était un stage de 2 années. Maintenant, on fait un stage de 3 années avec la nouvelle réglementation de l'UEMOA. Et une fois que vous avez fini ce stage de 3 années, vous pouvez ouvrir votre cabinet, vous pouvez être collaborateur d'un cabinet, vous exercez en étant avocat. Lorsque vous êtes en stage, vous êtes avocat stagiaire. Plusieurs missions sont assignées à l'avocat. L'avocat a une mission d'assistance, a une mission de représentation. L'avocat peut postuler. Et en gros, je dirais que l'avocat défend tout individu ou toute société qui a recours à ses services. Mais les avocats sont jugés peu accessibles et leurs honoraires pas à la portée de tous leurs clients. Les avocats sont très accessibles parce que de toute façon, il n'y aura pas d'avocat s'il n'y a pas de client. La loi dit que l'avocat discute de ses honoraires avec le client. Et une fois que vous êtes d'accord avec l'avocat, en ce moment-là, l'avocat prend en charge votre affaire et il accomplit toutes les diligences qu'il faut pour que vos droits soient préservés. Donc, le problème des honoraires ne devrait pas freiner un individu qui veut avoir recours à un avocat. Donc, tous les avocats, conscients de leur rôle, même s'ils ne sont pas rémunérés, à partir du moment où ils décident de prendre en charge une affaire, ces avocats-là assument pleinement leurs fonctions. Alors, comment faut-il saisir un avocat? Si vous avez besoin d'un avocat et que vous n'en connaissez pas du tout, vous pouvez vous rendre au palais de justice, à la salle des avocats, vous demandez à rencontrer le bâtonnier qui peut vous conseiller un avocat. Ou alors, si vous allez au palais de justice, vous pouvez rencontrer des avocats
On n'a pas besoin de demande particulière. C'est généralement sur recommandation. Et comme on le dit vulgairement, c'est le bouche à oreille. Vous connaissez un avocat, quelqu'un a un problème, il vous appelle et il vous met en contact avec cet avocat-là. Parce qu'il est interdit aux avocats de faire de la publicité. Le langage utilisé par les avocats reste hermétique pour le commun des mortels. Maître Yao Emmanuel explique certains termes souvent utilisés. Le flagrant délit et le mandat de dépôt. Généralement, ce sont les délits en flagrant délit, c'est-à-dire on vous prend sur le fait. La loi dit que lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit, il doit être jugé dans un délai de 15 jours. Il est déféré à la MACA et ses parents ont recours à un avocat. Et l'avocat prend contact avec monsieur le procureur pour avoir accès au dossier. Et c'est comme ça que l'avocat prépare la défense de ces personnes-là. Le mandat de dépôt, c'est la décision que prend un juge pour incarcérer quelqu'un. Le juge, estimant que les faits pour lesquels cette personne est devant lui sont des faits assez graves, le juge décide de placer cette personne sous mandat de dépôt pour couvrir le temps de la détention préventive en attendant que le juge finisse de faire les enquêtes. La différence entre la condamnation ferme et la condamnation sans mandat de dépôt. Le juge pénal, s'il vous déclare coupable de l'infraction pour laquelle vous êtes poursuivi, peut vous condamner à une peine de prison ferme, c'est-à-dire vous allez en prison, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis. Cela veut dire que vous ne faites pas la prison. Vous êtes condamné, mais on ne décerne pas de mandat de dépôt contre vous. Vous rentrez chez vous. C'est à l'appréciation du juge, c'est le juge seul qui décide si vous devez être incarcéré ou non. Et en ce qui concerne le sursis, si vous êtes condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, cela veut dire que dans le délai de 3 mois, vous ne devez pas commettre d'infraction. Si vous commettez une infraction, que vous repassez devant le juge, vous ne pouvez plus bénéficier du sursis. Le barreau de Côte d'Ivoire compte environ plus de 600 avocats, dont 30% des femmes. Voilà, interview réalisée par Abou Sanogo. L'avocat, acteur de développement, c'est le thème de l'édition 2018 de la Semaine de l'avocat qui prend fin donc le vendredi 27 janvier prochain. Parlons maintenant des questions d'emploi et de protection sociale au niveau des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les représentants des pays membres se concertent ici à Abidjan sur l'investissement dans les ressources humaines. Leur objectif prioritaire, c'est de finaliser un plan d'action. Des précisions avec Walter Amadou Ouattara. De 2014 à 2017, la Côte d'Ivoire a recruté plus de 13 000 agents de santé de différentes professions pour environ 46 milliards de francs CFA investis. Pour les 5 prochaines années, plus de 16 000 agents de santé, toutes catégories confondues, sont attendus. Cette prévision va nécessiter un investissement dont le montant sera certainement connu à l'issue de la présente rencontre internationale qui se tient à Abidjan et prévue pour durer 3 jours. Il s'agit d'un atelier intersectoriel de finalisation du plan d'action pour l'investissement dans les ressources humaines, de la santé et du social dans les pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. L'organisation de cette réunion technique qui fait suite aux recommandations de la réunion des ministres en charge de l'emploi et de la santé des pays de l'UEMOA, qui souhaitaient l'élaboration d'un plan d'action régional des pays en vue de maximiser l'investissement dans la création d'emplois dans le secteur de la santé et du social. Acteurs du système des Nations Unies, membres d'institutions régionales, étatiques, experts internationaux et nationaux réfléchissent autour de 8 thématiques, notamment emploi et croissance économique, plan d'action régional et santé sociale. Le plan consolidé pour l'investissement dans les ressources humaines en santé et le social qui découlera de vos travaux sera sans aucun doute un véritable instrument d'orientation et de pilotage pour chacun de nos pays dans le domaine du développement des ressources humaines en santé.
Initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette rencontre bénéficie de l'appui de l'Organisation internationale de la santé OMS, de l'Organisation internationale du travail OIT, de l'ambassade de France et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette volonté de la SODEFOR, la Société de développement des forêts, de sauvegarder le patrimoine forestier ivoirien. Il s'agit d'aboutir à l'adoption d'une politique commune entre l'État de Côte d'Ivoire et les opérateurs de la filière bois face à la dégradation, à la perte du couvert forestier ivoirien et ses impacts sur les activités socio-économiques. Francis Boifo nous en parle. Ils sont indispensables à la stabilité de l'environnement. Le bois et la forêt participent à la survie de la faune et de la flore et des êtres humains. La forêt sert à recycler les sols. L'autre facteur, c'est la régulation du climat. Le bois également, il sert à améliorer notre cadre de vie en absorbant le gaz carbonique que nous émettons tous les jours. Pour les opérateurs du bois, ça représente leur matière première pour leur approvisionnement. Un constat cependant en Côte d'Ivoire, malgré les efforts de l'État. La forte régression des volumes de bois exploités, passant de 5 millions de mètres cubes équivalent bois rond dans les années 80 à moins de 2 millions aujourd'hui, illustre clairement la dégradation de notre couvert forestier. Seulement en un siècle, c'est-à-dire de 1900 à 2000, la Côte d'Ivoire a perdu 79% de ses forêts. L'État veut faire passer le taux de couverture forestière nationale de 11% actuellement à 20% en 2030 à travers des partenariats publics et privés. Notre souhait en matière de reboisement est que chaque acteur s'engage dans l'action avec des objectifs clairs de performance, à l'image du contrat de performance État-SODEFOR. Si ces mesures sont bien comprises de tous et mises en œuvre avec efficacité, nous réussirons notre politique de préservation des forêts et de réhabilitation du secteur forestier. Cette table ronde organisée par la Société de développement des forêts SODEFOR vise à identifier les différents types de partenariats et formaliser avec les opérateurs de la filière bois les conditions de reboisement, surtout dans les forêts classées. Le ministre en charge des ressources animales et halieutiques a fait le bilan de ses activités, bilan au cours duquel Kobina Kwasi Adjoumani a indiqué que l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques ainsi que la sécurité alimentaire restent les priorités de son département ministériel. Compte rendu, Francis Boifo. Même si des défis restent à relever les mois à venir, le ministre des Ressources animales et halieutiques se dit satisfait du travail abattu en 2017. Au niveau de la volaille, par exemple, nous avons fait beaucoup de production. Et nous sommes passés de 18 000 tonnes en 2011, aujourd'hui à plus de 40 000 tonnes. De la viande de bétail aussi, le terrain a chaque fois été approvisionné. Même dans le secteur de la pêche, de 80 000 tonnes au niveau de la production locale, nous sommes passés à 110 000 tonnes. Et à Kobina Kwasi Adjoumani d'ajouter que la production nationale en ressources halieutiques va augmenter cette année avec les débarcadères de Lokodro, Grand Laou et Grand Bassam, la production et la diffusion de 300 000 géniteurs de tilapia brésiliens et 900 000 alevins sur les stations. Le ministre invite ses collaborateurs à redoubler d'efforts au regard des actions à entreprendre. La poursuite de la création d'emplois par l'installation de fermes, le développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture grâce à la poursuite de l'installation des exploitations modernes, le renforcement des capacités nationales de production à travers la poursuite de la production et de la diffusion des animaux performants, des semences fourragères et du fourrage de qualité en milieu paysan. L'autosuffisance en protéines animales et halieutiques reste l'objectif à atteindre, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Adjoumani.
Un atelier pour éradiquer la faim ici en Côte d'Ivoire. Cet objectif s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 des ODD, Objectifs de développement durable. Le gouvernement ivoirien conduit une étude dénommée Examen stratégique faim zéro. Cette étude a fait l'objet d'un rapport qui a été présenté ce mercredi au Conseil national pour la nutrition au cours de cet atelier. Le rapport définitif de l'examen stratégique faim zéro qui devait permettre à la Côte d'Ivoire de vaincre définitivement la faim sera adopté au terme de cet atelier. Le Conseil du café cacao et ses partenaires ont lancé l'opération d'intensification de l'éradication du Schwallen and Shoot, la maladie du cacao. Comment compte-t-il s'y prendre? Avec quels moyens humains et matériels? Les réponses avec Noël Gnagno. Kofi Kouakou, cacaoculteur à Oku Kofikro, dans la région de Bouaflé, assiste impuissant à la destruction de son verger. Il est infesté par le virus du Schwallen and Shoot. 6 hectares de cacaoyers sur les 12 plantés en 1992 vont être ainsi abattus parce qu'il a intégré le message de son porte-parole. Si tu ne chasses pas la maladie de ton champ, c'est la maladie qui va te chasser de ton champ. Parce que tu n'auras plus rien à faire au champ quand les cacaoyers seront tous morts. Comme Kofi Kouakou, des milliers de producteurs vont devoir se soumettre à cette difficile solution, mais salutaire pour la survie de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Ce sont 100 000 hectares contaminés par le Schwallen and Shoot qui seront détruits au cours de cette opération. Une opération difficile, mais nécessaire. J'ai parlé avec certains paysans. Parfois, ils sont gagnés par le découragement. C'est plusieurs années de travail qui sont gâchées. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, on n'est pas gagné par le découragement? Je voudrais donc lancer un appel aux uns et aux autres. Si nous ne prenons garde, c'est la production qui risque de baisser. Ce ne sera certainement dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. 3 ans, c'est le délai que s'impose le Conseil Café Cacao et ses partenaires, chacun avec une mission précise. Le CNRA pour la recherche, l'ANADER a pris les dispositions pour tenir dans le temps. Quant au FIRCAF, il se charge par délégation du financement de la lutte et de l'indemnisation des producteurs. Dernier partenaire, le CNRA. Il s'est donné les moyens pour venir à bout de ce fléau. Une serre expérimentale pour la culture du virus en vue de mieux organiser la lutte contre le Schwallen and Shoot, le sida du cacao. Voilà, un nouveau-né au niveau des partis politiques en Côte d'Ivoire, le Parti libéral et démocratique pour la moralisation de la vie sociale et l'assainissement de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ce nouveau parti politique a procédé au lancement de ses activités, comme vous le constatez, en images. Et ce mercredi 24 janvier, c'est la journée mondiale de la culture africaine et de l'afrodescendance, journée marquée par l'organisation de manifestations et autres rencontres de portée culturelle dans plusieurs pays africains, comme ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Europe. Terminons ce journal avec l'actualité internationale en bref et en images, en commençant par l'arrestation en Libye d'une bande accusée de torture de migrants, et c'est avec Michel Digré. En Libye, un groupe armé loyal au gouvernement d'Union nationale a annoncé mercredi l'arrestation d'une bande accusée d'avoir enlevé et torturé des migrants soudanais près de Sirte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Il s'agit d'une bande composée de 5 Libyens et d'un Palestinien qui ont torturé 8 migrants qui sont actuellement soignés à l'hôpital Ibn Sina à Sirte. Le siège de l'ONG britannique Save the Children a été la cible d'une explosion qui a ouvert la voie à un commando d'assaillants au nord-est de l'Afghanistan. Cette attaque revendiquée par le groupe État islamique et qui a fait au moins 2 morts intervient après celle menée contre l'hôtel intercontinental de Kaboul ce week-end. En Afrique du Sud, la légende du jazz, le trompettiste Hugues Masekela, est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, a annoncé ce mercredi sa famille. Cette nouvelle a suscité une pluie d'hommages pour saluer sa longue carrière et son engagement contre l'apartheid.
Fin de ce journal réalisé par Barker et supervisé par Sylvie Touré. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous à 23h parce que la roue de l'actualité continue de tourner.